Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio musicale en Estrie. Et j'ai bien évidemment nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5. CFLX étant évidemment une radio communautaire. Au micro avec vous, Étienne Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie, de même que de Droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous cette émission. Alors, puis là, juste avant là, de commencer mon intro habituel et tout de suite, je veux faire un trauma avertissement. On reçoit aujourd'hui comme invité l'organisme Tel Jeune qui est à l'écoute des jeunes et j'ai comme mis en pratique les principes, la mission de notre organisme invité. Je regardais les yeux un peu dans la graisse de bine de ma petite fille Elita, là, âgée de 3 ans et finalement on ne pouvait l'envoyer en milieu familial. J'ai donc le bonheur de l'avoir sur mes épaules, vous l'entendez peut-être. Je suis désolé pour ce petit, cette petite surprise, mais bon, mettons que ça va faire partie du charme. Vous le savez, cette émission permet aux deux organismes que je dirige d'assumer leur mission à l'effet de faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, de même que de contribuer au développement global de la nation québécoise, notamment en favorisant le débat citoyen non partisan et l'éducation populaire, de défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois. Puis enfin, juste pour terminer, là, quand on parle d'éducation populaire, c'est simplement de permettre aux citoyens, aux citoyennes, sur une base non partisane, évidemment, de débattre des enjeux qui touchent non seulement la région de l'Estrie, mais aussi la nation québécoise. Et nous avons la prétention d'y contribuer à la hauteur de nos modestes moyens à ce micro. Alors, aujourd'hui, mercredi, le 26 février 2025, on est le dernier mercredi du mois. Et depuis un certain temps, depuis maintenant près de 20 ans, le dernier mercredi du mois est une journée thématique, une journée pan-canadienne dédiée à la lutte contre l'intimidation. Donc, c'est la journée nationale contre l'intimidation. On aura le bonheur, pour en parler, de recevoir comme invitée à l'émission Madame Myriam D. Asselin, qui est la directrice innovation et développement chez Tel Jeune, mais juste avant la pause musicale et qui nous permettra de joindre Madame D. Asselin, un petit mot sur la Journée nationale de l'intimidation, si vous le voulez bien. En fait, comme je vous le disais, c'est cette journée se tient tous les derniers mercredis du mois de février. Cette journée sert à dénoncer l'intimidation à l'école, au travail, à la maison et en ligne. Des collectes de fonds s'organisent un peu partout au pays pour financer des programmes qui renforcent l'estime de soi et l'empathie des jeunes. En fait, l'initiative a vu le jour. Le jour, c'est assez particulier. C'est une belle histoire. Je le disais, c'était en 2007 dans une école secondaire en Nouvelle-Écosse, alors qu'un nouvel élève était victime d'intimidation parce qu'il portait un gilet rose, un gaminet, un t-shirt rose. Il y a deux autres élèves, David Shepard et Travis Price, disons-le, ont acheté et distribué 50 chandails roses à leurs amis pour former une mer de roses en soutien à cet élève qui malheureusement avait été victime d'intimidation. Juste pour donner une idée, un portrait très résumé de la situation, on va avoir bien évidemment le temps d'en discuter davantage avec notre invité. Selon les statistiques selon les données de Statistique Canada
finalement du recensement de 2019 en 2018. Fait que ça fait pas si longtemps, je doute que la situation se soit améliorée. C'est près de 69% des jeunes de 12 à 17 ans qui avaient subi de l'intimidation l'année précédente. Chez les jeunes qui ont, chez les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre, cette proportion monte jusqu'à 77%. Faut donc comprendre que plus du 2/3 des jeunes, toutes catégories confondues, sont victimes d'intimidation un jour de leur vie. Et ce nombre de jeunes est particulièrement particulièrement important, lorsque des jeunes puissent être identifiés à des groupes en matière de diversité sexuelle ou de genre qui sont, mettons, différents que le lambda. Alors voilà, ça met un peu la table pour cette émission qui portera sur la journée nationale contre l'intimidation, je vais le dire, là, parce qu'on veut pas, en faire la promotion. Au contraire. Et pour aller tout de suite en chanson, avec une chanson thématique, cette fois, on va verser dans l'humour, dans la caricature, avec une chanson des 3 accords nommée « Le bureau du médecin », tirée de l'album... quel album, donc? Enfin, tiré d'un super baba. Ah oui, Dans mon corps. Alors, à tout de suite, et on se revoit à l'autre bord de cette courte pause. Y a ben du monde qui grouille dehors, malgré l'hiver qui fait son smat. Si un soleil, il brille pas fort, j'aime la lumière, c'est un peu plate. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y a juste moi qui capote? C'est peut-être ben parce que j'ai plus de blonde que la vie a l'air pas mal moins hot. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. Y'a du cassoir dans mon petit cœur, il fait frais. Y'a des tracteurs partout dans la rue, ils vont les mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien, ils vont être déçus, ça fait même pas plus de chaleur. Hier j'ai rencontré un pauvre, il vit dans la rue, plus rien pantoute. Il m'a dit une phrase, j'ai trouvé drôle: la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. J'ai jamais dit je t'aime tout court, j'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut, l'hiver est même pas sûr de lui. Il est fait comme moi, il est aussi peureux. Dans le fond l'hiver, c'est mon ami. C'est à cause de mon répondeur, absolument rien sa cassette. Il a dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. À soir c'est mon anniversaire. Ben oui Gordon, j'ai 35 ans. Je le sais, j'en ai pas l'air. J'étais encore plus jeune par en dedans. Ouais ben l'amour, la mort, pis tout, c'est des questions trop grandes pour moi. Pis à part de ça, le monde entier peut juste savoir combien ça coûte. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Si j'ai pas le goût d'aller vous voir, vous autres qui dansez comme le feu, c'est pas parce que j'aime pas vos histoires. J'étais un peu jaloux de vous voir heureux. Je vais me réveiller demain matin, il va avoir un beau gros soleil. Peut-être que je vais voir un petit refrain venir au monde entre mes deux oreilles. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur,
il fait frais. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a eu méprise. Ce n'était pas vraiment une chanson, comment dire, humoristique et caricaturale sur le mal-être, mais plutôt une chanson assez concrète. Merci. C'était une chanson des Colocs tirée d'un des derniers albums lancé alors que le groupe était encore formé. C'était l'album d'Or Novembre, mais on a entendu la chanson Le Répondeur. Donc, je le disais en début d'émission, on a le bonheur, le bonheur. En fait, on parle d'une chose extrêmement importante aujourd'hui, qui est pas un sujet réjouissant, là, on en convient, mais qui est un sujet incontournable. On l'entend, là, il y a une très forte majorité de jeunes de 12 à 17 ans sont victimes d'intimidation au cours de leur vie, au Canada comme au Québec. Et pour en parler, on a eu vraiment le privilège de voir l'organisme Tel Jeune accepter cette humble invitation. L'organisme délégué Madame Myriam Desasselin, qui, comme je le disais, là, est directrice innovation et développement. Mais Madame Desasselin n'est pas débarquée à Tel Jeune comme ça. Elle est d'abord avant tout sexologue qui cumule une expérience significative en intervention psychosociale auprès des enfants, des adolescentes bien évidemment, et des parents. Elle a travaillé comme chargée de projet, a mis sur pied différents programmes de prévention. Chez Tel Jeune, son rôle consiste à imaginer, créer, structurer le développement des contenus de l'organisme pour offrir à son public cible, les 12-17 ans, et leur entourage des informations justes et pertinentes. Son objectif est également d'assurer les projets de développement de l'organisation en trouvant des solutions innovantes pour répondre aux besoins des ados. Quant à Tel Jeune, c'est un organisme qui a été créé en 1991 et sa mission est d'accompagner les ados du Québec au quotidien dans leur découverte, première expérience, questionnement et difficultés. De même que, en fait, leurs équipes sont là pour les petits doutes comme les grandioses angoisses. Madame Desasselin, bonjour. Bonjour. Madame Desasselin... Oh non, ça repart pas. Madame Desasselin? Oui. Ah, right. Là, excusez-moi, c'est parce que lors de mon dernier invité, il est arrivé une catastrophe. La machine fonctionnait pas, enfin bref. Là, on vous entend très bien. Je suis heureux de ça. Il n'y a pas de problème technologique. Je l'ai dit, je vais vous le dire directement parce que là, c'est à vous que je m'adresse et non pas aux auditeurs et auditrices. On est en toute intimité, évidemment. Il n'y a que nous dans la pièce. Alors, au nom de toute l'équipe, Madame Desasselin de la Société nationale de la radio communautaire, de même que de Droit collectif Québec, je vous remercie évidemment d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'on trouvait d'un nécessaire absolu de parler de la Journée nationale contre l'intimidation qui se tient aujourd'hui même. Puis juste avant question de commencer cette entrevue-là, tranquillement, pas vite. Question de mettre la table pour la prochaine heure. Est-ce que vous accepteriez, parce que là, j'ai j'ai résumé très rapidement la mission de Tel Jeune, mais ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous accepteriez, Madame Desasselin, de nous en dire davantage sur la mission et l'histoire de Tel Jeune? Oui, certainement. Tel Jeune, c'est un service pour les adolescents, adolescentes de partout au Québec. Un service d'aide professionnel. Donc, le plus gros service, là, c'est vraiment son centre d'intervention où des professionnels peuvent répondre aux questions des jeunes, que ce soit par téléphone, par texto ou par clavardage. Donc, le moyen que les jeunes choisissent pour demander de l'aide. On a en parallèle à tout ça un service aussi de père aidance, donc par et pour les jeunes, donc un service de clavardage où des ados peuvent également parler à d'autres ados. Un forum d'entraide aussi où les jeunes peuvent poser n'importe quelle question puis répondre à d'autres questions de jeunes. Évidemment, on a des ateliers dans les écoles où on se promène à travers le Québec pour parler de sexualité, de relations amoureuses, de santé mentale. Donc, on a un environnement de service qui permet aux jeunes de demander de l'aide de la façon dont ils se sentent à l'aise. Et ce qu'on en comprend lorsqu'on
lorsqu'on regarde un peu plus davantage là, comment dire, l'organisme, lorsqu'on l'étudie, regarder notamment sa vision, ce qu'on comprend, c'est que vous n'êtes pas là pour faire la leçon aux jeunes. Vous êtes là plutôt pour les accompagner, en fait, pour être connu comme un allié de confiance auprès de l'ensemble des adolescentes et des adolescents, plutôt que comme des gens qui donnent des cours magistraux, si je peux dire. Ben oui. Oui, totalement. Notre objectif, c'est vraiment d'être leur allié, donc de partir d'où ils sont, puis de les accompagner pour trouver en fait, souvent des mots sur ce qu'ils vivent, parce qu'à l'adolescence, hein, souvent, on sait pas, on ressent beaucoup d'émotions, mais des fois, on sait pas d'où elles viennent, ces émotions-là, on sait pas nécessairement comment les expliquer, donc mettre des mots sur ce qu'ils vivent, mais aussi leur donner des trucs, des conseils, mieux se comprendre. Donc, on est vraiment là pour être avec eux et non pour leur dire quoi faire comme une recette ou comme des ordres. Là, on est vraiment en mode accompagnement. C'est vraiment intéressant. Puis là, évidemment, les gens ne le savent pas, mais pour avoir le bonheur de vous parler, j'ai dû composer un numéro 514 qui est associé évidemment à la région montréalaise. Tel Jeune est un organisme pan-québécois. Est-ce que vous offrez des services dans la région de l'Estrie? Et est-ce que ces services, vous bénéficiez d'une place d'affaires ou c'est vraiment des services qui sont accessibles en ligne, soit, vous l'avez dit, par le web, grâce au clavardage ou encore par le téléphone? Ben, mis à part nos ateliers dans les écoles, qui eux, ben là, on est directement sur le terrain. Puis oui, on va en Estrie, là, parce que les écoles de partout au Québec nous contactent, puis nous, on se rend directement sur place. Mais mis à part, quand nous, on se rend sur place dans ce contexte-là, ben nos services sont entièrement en ligne. Donc, c'est vraiment au teljeune.com que les adolescents puis les parents d'ados aussi peuvent avoir accès à tous nos services. Puis oui, de partout au Québec, évidemment. Vraiment, et est-ce que vous avez des statistiques? Je suis curieux, là, plus là, je l'avais pas prévu, cette question-là, mais mettons sur 100 appels ou 100 interventions de jeunes, est-ce qu'on a une idée du nombre de cas issus de la région de l'Estrie ou c'est comme trop flou, puis ça serait difficile pour vous de répondre à cette question? Ah, j'ai pas les chiffres devant les yeux. Je pourrais les avoir, mais peut-être ce sera l'objet d'une autre entrevue, mais on sait en tout cas, on sait qu'on va dans les classes en Estrie, dans les écoles. Donc, habituellement, quand on passe dans les écoles, ensuite, ça donne aussi l'envie et la confiance aux ados de nous contacter. Donc, nous, on sait que les jeunes de toutes les régions du Québec nous contactent. Donc, certainement qu'on a des jeunes de votre région qui nous contactent. Et là, votre organisme, évidemment, existe depuis bien plus longtemps que la Journée nationale contre l'intimidation. Tel Jeune, moi-même, comme jeune vieux ou vieux jeune, là, je ne sais pas trop, mais il me semble que je m'en rappelle quand j'étais adolescent, puis ça fait... On remonte à plus loin que 2007, on va garder ça comme ça, si vous le voulez bien. Comment l'organisme Tel Jeune peut mesurer ou apprécier l'existence de cette journée-là? Est-ce que, parce que ça fait 2007, 2000, un peu plus de 15 ans maintenant, est-ce que vous avez l'impression que cette journée a contribué à favoriser la lutte contre l'intimidation, par exemple en voyant diverses organisations dont la mission touche de près ou de loin à cette question à se mobiliser de manière particulière, à s'appuyer sur cette journée pour multiplier les initiatives de lutte contre la discrimination? Au final, tu sais, parce évidemment, on peut pas s'opposer au principe d'une telle journée, mais est-ce que vous avez vu un effet par rapport à l'existence de cette journée sur le avant puis le après? Ben, en fait, ce qu'on voit chez Tel Jeune, c'est que évidemment, l'intimidation, ça a toujours fait partie des raisons de contact. Là, depuis 1991, on existe. Donc, depuis 1991, on voit que les jeunes ont besoin de parler de ce sujet-là. Notamment, on le voit davantage dans les périodes en septembre, donc au retour à l'école, hein, parce qu'il y a comme justement un retour à la vie sociale pour les ados qui crée plusieurs situations d'intimidation. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, étant donné justement cette journée nationale contre la lutte
pour l'intimidation, tout ça, ben, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de tabous à parler de ça. Donc, les jeunes le font davantage. Et on a remarqué un principal changement, c'est que maintenant, des jeunes qui se demandent s'ils ont des comportements nocifs envers d'autres, donc des personnes intimidatrices, par exemple, qui peuvent maintenant nous contacter et dire, bon, j'ai fait ça, est-ce que c'est de l'intimidation? Tu sais, comment je peux gérer cette situation-là? Donc ça, c'est pertinent, on trouve, et puis c'est certainement une cause là, de démystifier cette thématique-là à travers la société, là. Permettez-moi de vous faire une remarque pour que des gens vous contactent comme ça, des jeunes en se questionnant sur leur propre comportement potentiellement nocif. Non seulement il faut y voir là un immense succès en matière de pénétration de votre message, là, on voit que ça résonne, mais en plus, pour moi, c'est le témoignage que lorsque vous dites que vous voulez gagner la confiance des jeunes, être des alliés, nécessairement jamais un jeune se confierait à vous sur des potentiels comportements nocifs de sa part s'il n'avait pas pleine confiance en votre organisation. Non, c'est une anecdote qui, à mes yeux, en dit beaucoup. Oui. Maintenant, si vous le voulez bien, ça a l'air de rien, mais on a déjà passé presque un peu plus près de la moitié de l'émission. On va aller en chanson. Et cette fois, je vous le promets, chers auditeurs, auditrices, c'est bel et bien une chanson humoristique des 3 accords qui va vous... comment dire, vous dorlotez les oreilles. Alors, on se revoit tout de suite au-delà de cette courte pause musicale. Refais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin.
Ah, ces trois accords, toujours, comment dire, avoir le fin mot humoristique pour parler de choses qui sont somme toute graves. Hein. Dans ce cas-là, évidemment, la maladie chez une personne qui est manifestement pas très âgée. Je vous le rappelle, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui porte aujourd'hui sur la Journée nationale contre l'intimidation qui a lieu aujourd'hui même, soit le dernier mercredi du mois de février. Et pour en parler, on a le plaisir d'être en compagnie de Madame D. Asselin de l'organisme Tel Jeune. Madame D. Asselin, évidemment, la Journée nationale contre l'intimidation ne concerne pas que les clientèles jeunesse. On peut vivre de l'intimidation à tout âge. Là. On voit souvent, par exemple, dans les journaux, là, l'intimidation auprès des personnes âgées, notamment. T'sais. Maintenant, c'est quand même à vous que je parle et que on a décidé de discuter avec vous de cette journée. Donc, quels sont les défis qui sont spécifiques aux clientèles jeunesse que vous desservez en matière d'intimidation? Tu sais, je pense par exemple au fait que lorsqu'on vit de l'intimidation au cours de l'adolescence, ben on vit cette intimidation-là lors d'une période où, dans le fond, l'être humain vit de profondes transformations, tant physiques, mentale que sociale. Alors, à ce titre, est-ce qu'on peut penser que l'intimidation vécue à cette période de la vie d'un être humain pourrait avoir davantage de conséquences néfastes qu'à d'autres périodes? Et oui, totalement, c'est bien résumé. Donc, l'adolescence est vraiment une période de changement où déjà on est en construction de notre estime personnelle, de notre confiance en soi, donc des éléments là, très, très importants pour la suite de notre vie. Hein. Donc, c'est certain que quand on est plus vulnérable à cet âge-là de vivre des conséquences de l'intimidation. Puis chez Tel Jeune, nous, on va le voir, là, les conséquences que vivent les ados quand ils vivent ce genre de situation-là. C'est très sérieux, là. Ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires, mais donc de l'automutilation, vraiment une faible estime de soi. Donc, on doit rester très attentif à ça. Et ce qui est de particulier, là, vous le demandiez pour cette tranche d'âge-là précisément, ben, c'est certainement l'impact aussi des médias sociaux sur leur situation. Donc, c'est pas seulement à l'école ou avec la gang d'amis que ça se passe, mais ça peut se continuer après à la maison. Donc, il y a cet aspect-là qui s'ajoute quand on est un ado. Voilà. J'avais effectivement, je voulais vous questionner justement là, sur les médias sociaux, mais il m'est venu une question en vous écoutant, Madame D. Asselin, puis à nouveau, là, j'avais pas pensé vous la poser, mais vous suivez les jeunes de 12 à 17 ans. Une personne qui a bénéficié de vos services jusqu'à l'âge de 17 ans, mettons, et 364 jours, et là, arrive à 18 ans pile. Comment est-ce qu'il existe une forme de processus ou une forme de, comment dire, de procédé, ou est-ce que vous... Bien que ce ne soit plus dans votre mission, le 12 à 17 ans, un coup que la personne elle est adulte, est-ce que cette personne-là puisse quand même bénéficier d'autres services, de d'autres organismes qui prennent le relais du vôtre? En fait, là, ce que je peux dire, c'est que nos services, ça va jusqu'à 20 ans. Fait que 20 ans et moins. Okay. Mais 12-17 ans, on dit ça parce que c'est vraiment le plus grand nombre des jeunes qui appellent cette tranche d'âge-là, donc vraiment le secondaire. Mais 20 ans et moins, là, les jeunes peuvent nous contacter, fait que ça peut être à 10 ans, à 19 ans. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr que nous, étant donné qu'on se spécialise justement dans la transition vers l'âge adulte, à partir de 20 ans, on considère que les personnes sont davantage adultes. Pour ça, après, il y a d'autres lignes d'écoute. Là. Il y a Telaide, par exemple. Il peut également y avoir le CLSC. Donc, on va référer les gens qui nous téléphonent puis ou qui nous écrivent puis qui sont pas dans notre tranche d'âge là, à d'autres services qui vont être plus adaptés. Mais nous, c'est sûr qu'on se concentre sur l'adolescence. Bon, je vous remercie énormément. Vous savez, lorsqu'on est en bonne compagnie, puis qu'on parle de sujets intéressants, le temps qui est, une donnée très relative, dans ce cas-là, passe toujours trop vite. Alors, on est déjà au moment de la courte pause. En fait, on l'a même dépassé, mais j'avais le goût de vous laisser conclure votre réponse, d'autant plus qu'on n'est pas à la radio commerciale à gérer ça au
10 secondes. Donc, on a une courte pause d'environ 90 à... Non, mais cette fois, elle est un peu plus longue, je pense. Mais en fait, ça ne durera pas très longtemps, chers auditeurs et auditrices. Vous n'avez que le temps d'aller vous chercher un verre d'eau. On est de retour avec vous tout de suite après la pause afin de continuer cette passionnante entrevue en compagnie de Mme D. Asselin de l'organisme Tel Jeune, une entrevue qui porte sur la Journée nationale contre l'intimidation. Il est midi 29 minutes. Bonjour, je suis la signora Silvia González Sanchez Palpes Rodriguez et je regarde dans ma boule de cristal et je vois la boutique de Denise Lavoie-Livre.com. Livre avec ES, bien sûr, my. Et je vois aussi edimusique.com et je te vois aussi. Regardez dans Denise Lavoie-Livre.com. Je te vois, mamma mia. Vivement l'Estrie, c'est un guide sur la route des cantons, une région à découvrir 4 saisons durant. Des entrevues, des suggestions, des commentaires pour suivre les sentiers de la nature, des arts de la culture et de l'histoire dans nos cantons. Animé par une épicurienne les samedis de 15h à 16h. Moitié-moitié! Saviez-vous que vous pouvez participer au tirage du moitié-moitié? Et ce, peu importe où vous vous trouvez au Québec. Pour tenter de remporter le gros lot, procurez-vous vos billets au hockeyphoenix.ca et supportez du même coup le fonds d'études du Phoenix de Sherbrooke. Pas pire audacieuse. C'est Félix 95.5 FM. Quand je vous dis que les pauses musicales sont pas longues, c'est Félix, ben c'est ça, c'est même pas le temps d'une chanson, comme le veut l'expression. Madame D. Asselin, vous avez glissé rapidement sur la question des médias sociaux en disant que, bon, notamment, ça impliquait qu'on vivait de l'intimidation lorsque même on était revenu à la maison, mais j'ai comme intuitivement, j'ai le goût de vous reposer la question, en fait, parce que, évidemment, je pense qu'il y a là la naissance des médias sociaux, un vecteur qui a complètement transformé l'approche ou la dynamique entourant l'intimidation vécue chez les jeunes, notamment les 12-17 ans. Puis j'aimerais ça que vous acceptiez de nous en parler un peu davantage. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous existez depuis 91. Si je me rappelle bien, là, il n'y avait pas grand réseaux sociaux là, en 91, là, je vous dirais même jusqu'au tournant des années 2000. Là. Donc, c'est un phénomène relativement récent. Qu'est-ce que ça a fait dans la vie en matière d'intimidation, ça, les médias sociaux? Bien, on disait au départ, c'est que l'intimidation qui se passait à l'école se continuait en ligne le soir. Mais qu'on observe encore qui est plus nouveau, c'est que les jeunes ont des relations en ligne, c'est-à-dire que ils peuvent là, créer des liens avec des jeunes, peut-être des fois de d'autres écoles ou même des jeunes de leur école avec qui ils n'ont pas de contact direct là, en personne le jour. Donc, vraiment des communautés sur Internet, sur leurs médias sociaux. Et c'est là qu'ils peuvent se mettre à vivre de l'intimidation ou à faire de l'intimidation. Donc, vraiment sur ces plateformes-là, si on pense à Snapchat, on pense à Instagram. Donc, vraiment des plateformes où on peut commenter, par exemple, le physique des autres, on peut commenter ce que les gens font. Donc, c'est toutes les jeunes vont s'exposer sur les médias sociaux, ce qui va créer souvent un terrain fertile à que des jeunes mal intentionnés puissent commenter parce que derrière l'écran, on est un petit peu moins peut-être gêné ou on a moins de retenue pour partager des commentaires qui peuvent être méchants. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là là, qui est nouveau maintenant et qu'il faut s'intéresser, nous, comme adultes aussi, à comment ils vivent ça sur les médias sociaux, parce que nous, comme adultes, on peut avoir le réflexe simplement de dire, enlève-le de tes amis ou tout ça, mais dans la tête d'un ado, c'est vraiment un sentiment d'appartenance, puis des fois, de juste supprimer un ami, c'est pas aussi facile qu'on pense. Donc, il faut vraiment s'intéresser, aller voir qu'est-ce qui les freine là-dedans, comment ils peuvent intervenir aussi en ligne face à ces comportements-là. Donc, on a comme une autre posture à avoir au-delà de comment tu peux réagir à l'école si tu te fais intimider. En ligne, c'est une autre façon aussi d'agir, là.
Si vous le voulez bien, Madame Dasselin, on va changer complètement de sujet. Parce qu'évidemment, on peut, la lutte contre l'intimidation, là, a plusieurs angles d'approche, hein, on peut dire ça. Il y a plusieurs façons de regarder le phénomène. Je vais vous parler de l'école. Évidemment, lorsqu'on parle d'intimidation, est-ce qu'on se permet de faire de l'intimidation, par exemple? Tu sais, c'est toutes des questions de respect. Respect envers les autres, bon, tu sais, respect de son prochain, bon, on fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse, bon. Mais ça, c'est des valeurs qui, normalement, on peut s'attendre à ce qu'elles soient transférées ou qu'elles soient de la responsabilité de la famille. Hein. C'est, à la base, là, c'est à la famille de transmettre des valeurs qui permettent aux individus de vivre en société et non pas tout seul dans le bois. Puis parmi ces valeurs-là, le respect de l'autre en fait partie. Ouais. Alors que notre liberté, bien sûr, elle existe, mais elle se termine toujours là où que celle des autres commence, tu sais. Mais l'école, évidemment, dans nos sociétés, a une importance fondamentale dans le développement des individus, puis pas juste le développement du cerveau, là, comment dire, l'intégration de matière de manière magistrale en termes de géographie, mathématiques, français ou autre, là. Elle leur montre aussi à être de bons citoyens. Tu sais, en ce sens, est-ce que les différents règlements, cadres d'intervention et autres politiques traitant de la question de l'intimidation à l'école vont assez loin? Autrement dit, est-ce que, selon vous, l'école en fait assez? Et en plus de l'école, quels sont les autres acteurs? Bon, évidemment, j'ai parlé des parents, là, mais l'école, les parents, donc la famille, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui se doivent d'être mis à contribution pour lutter contre ce fléau? Ben, c'est une bonne question parce que d'une part, peu importe quel sujet sur lequel on fait de la prévention, à quel sujet quel sujet on veut traiter, c'est toujours le plus optimal qu'il y ait de la prévention directement auprès donc des jeunes, ensuite que les parents soient informés, ensuite que les milieux scolaires, donc le personnel scolaire soit formé, et ensuite que la société envoie également des messages cohérents. Donc ça, on parle ici d'une prévention qui est assez complète là, si on touche à tous les acteurs là, de tous ces paliers-là, si on veut. Évidemment qu'on pourrait toujours en faire plus, mais je pense qu'au-delà d'en faire plus, c'est surtout de s'adapter aux obstacles à la demande d'aide que les jeunes ont. Dans le sens où je vous parlais de l'intimidation sur les médias sociaux tantôt, mais nous, les jeunes, ce qu'ils nous disent, par exemple, c'est que la confidentialité, quand ils vont se confier, par exemple, à l'école, à une TES ou une travailleuse sociale, oui. La confidentialité, pour eux, est ultra importante. Donc, des fois, c'est des détails comme ça, au-delà de ce qu'on peut faire de plus, ce qu'on peut faire de mieux pour eux. T'sais, pour un jeune, là, aller dénoncer l'intimidation, premièrement, c'est un pas en disant, ça va-tu être pire après? Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je vais me faire croire? Est-ce que ça va être banalisé? Donc, c'est tout ça qu'ils ont en tête, les jeunes, quand ils vont demander de l'aide. Puis comme membre du personnel scolaire, par exemple, c'est ça qu'on peut avoir en tête, là, quand ils viennent nous voir. Puis c'est de cette façon-là qu'on peut vraiment aider chaque jeune différemment. Puis évidemment que, bon, là, ça diffère d'école en école. Il y a des plans qui sont mis dans chaque école pour lutter contre ça. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement, là, dans ses plans d'action jeunesse, là, ils sont vraiment au fait que c'est une thématique à aborder sérieusement. C'est tellement vrai ce que vous dites là, sur le questionnement que vivent les jeunes. Puis c'est banal, mais j'ai un jeune, âgé de 7 ans, il est en première année, puis évidemment, à la cour d'école, il se passe toutes sortes de choses. Tu sais, et des fois, il y a des plus grands qui sont pas tout à fait gentils. Et il le dit lui-même, tu sais, nous on dit, ben là, va voir un adulte, tu sais, mais on peut pas toujours aller voir un adulte parce que souvent, à un moment donné, le jeune va se faire intimider quant au fait qu'il est, entre guillemets, comme un bébé lala, puis il s'en remet toujours aux adultes pour régler ses problématiques. Donc, c'est évidemment, bon, là, on parle d'un enfant du primaire, puis bon, c'est pas ce que vivent, évidemment, les jeunes de 12 à 17 ans, mais simplement pour vous dire que c'est extrêmement vrai ce que vous dites. Moi-même, je le vis comme parent. C'est pas évident, le questionnement des jeunes. Et lorsque, en plus, vous êtes en pleine adolescence, en remise en question, tout ça, ce genre de questionnement résonne très fort, mettons, là, tu sais. Oui.
Certainement. Puis je pense que quand on les comprend, les jeunes, puis qu'on sait que c'est quoi leurs craintes, ben rapidement, on peut se mettre à leur place plus facilement, puis aller les questionner. Tu sais, des fois, on veut pas toujours attendre qu'ils viennent vers nous, mais il faut avoir des antennes un petit peu, puis regarder, je sens que tu te sens pas super bien dans ce groupe-là. Est-ce que tu leur en as déjà parlé? Est-ce que moi, je peux faire une intervention qui t'aiderait? Donc, tu sais, c'est aussi ça, agir comme modèle là, pour eux. Puis juste en complétant, parce que je me suis rendu compte, là, puis désolé, là, Madame Deshaslin, mais quand je vous ai posé la question sur l'école, j'ai comme je vous ai planté une deuxième question dans le truc là sur les autres acteurs. Donc vous avez évidemment parlé de l'école, on a parlé des parents, évidemment il y a des organismes comme le vôtre. Oui. Et est-ce que par exemple même le gouvernement québécois ou d'autres acteurs doivent être mis en contribution pour disons, vous soutenir dans votre lutte, là? Bon, le gouvernement québécois, là, pour vous soutenir financièrement, peut-être, mais est-ce qu'il y a des fondations ou autres, là, qui peuvent être mises à contribution là-dessus? Bien, certainement. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout que les jeunes connaissent tous les organismes jeunesse qui sont à leur portée pour pouvoir justement aller chercher du soutien s'ils vivent ça. Fait que ça peut être tel jeune, mais ça peut être, je pense, aux jeunes qui s'identifient à la communauté LGBTQ, par exemple, qui sont d'ailleurs une population qui peut vivre plus d'intimidation. Donc, ces jeunes-là peuvent, par exemple, ils peuvent nous contacter, mais peuvent aller vers des organismes comme Interligne, par exemple, ou comme. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment la responsabilité que tous les jeunes connaissent les organismes qui sont à leur disposition, mais connaissent aussi les services dans leurs propres écoles. Donc, qu'est-ce qui leur est offert? Tout ça, je pense qu'il y a une démystification à faire un peu des ressources là, qui sont disponibles pour eux. Puis le gouvernement, en ce sens-là, comme je vous disais, dans le plan d'action 2030 pour la jeunesse, donc il y a des axes qui sont complètement dédiés justement à cette thématique-là de prévention de l'intimidation. Le gouvernement, son rôle, c'est de mettre aussi des messages au niveau de la société pour sensibiliser les adultes à soutenir les jeunes, à offrir des ressources. Mais il faut d'abord que les jeunes connaissent ces ressources-là. Donc, nous, comme adultes, puis c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, si les adultes qui vous écoutent ont des jeunes dans leur entourage, on ne pourra pas nécessairement prévenir l'intimidation à tout moment, mais on peut certainement au moins lancer des perches aux jeunes pour qu'ils connaissent le soutien qui est à leur disposition. Il y en a qui trouvent que je suis un peu vlimeux dans la vie, tu sais, puis que, bon, j'ai des drôles de... Fait que là, tranquillement, pas vite, je voulais vous amener sur un terrain, ou plutôt pas vous, mais amener l'entrevue sur un terrain que j'ai eu le goût d'aller dans la préparation de cette entrevue. Hein. C'est une émission qu'on prépare déjà depuis quelques semaines, et lorsque je travaillais les questions, puis j'allais chercher des informations sur votre organisme, il est arrivé un événement d'actualité en lien avec le sujet assez particulier, assez renversant. En fait, et puis c'est pour ça que je pouvais pas conduire cette passionnante entrevue sans vous poser la question là, qui me brûle les lèvres depuis au moins 2 semaines. Là. C'est à propos d'un article paru le 11 février dernier. Le journal Le Devoir publiait un dossier entier portant sur de possibles comportements répréhensibles, voire relevant de l'intimidation, qu'aurait adopté M. Jasmin Roy, président fondateur d'une fondation qui porte son nom et qui, aux surprises, se consacre à la lutte contre l'intimidation. Je suis curieux, est-ce que cette nouvelle-là a eu un certain écho au sein du monde consacré à la lutte contre l'intimidation? Parce que lorsqu'on en parle, honnêtement, moi j'étais bien au fait, bien sensible à cette problématique-là sociétale. Et lorsque j'y pensais, cette fondation-là, rapidement, elle apparaissait dans les recherches Google ou juste dans nos réflexions. Et puis, est-ce que, de manière conceptuelle, la personne abusée qui plusieurs années plus tard, finit par faire subir le même sort à autrui, c'est un classique, Mme Deshaslin? Pour répondre à votre question, si ça fait écho là, dans notre domaine, en fait, je pense que c'est certain qu'on peut être préoccupé que ce genre de comportement-là puisse se passer là, dans des organismes comme ça. Par ailleurs, je connais pas le cas spécifique, puis je voudrais pas faire
raccourci en disant que c'est un classique, la personne qui intimide, qui devient intimidatrice. Je dirais pas que c'est un classique, non, je voudrais pas généraliser, mais ça arrive, oui, c'est certain. Ce qu'on peut dire, c'est que je sais pas si, plusieurs années auparavant, là, dans le fond, à l'époque peut-être où le directeur général de cet organisme-là était plus jeune, donc on n'avait pas nécessairement de sensibilisation sur l'intimidation. Puis ce que je trouve pertinent de dire aujourd'hui, c'est que on en a tellement... on en entend tellement plus parler, on brise tellement les tabous, puis on encourage tellement les gens à parler que même des événements comme ça nous permettent de nous faire un regard critique par rapport à l'intimidation. Donc ça, c'est très pertinent, puis c'est pertinent d'en parler pour dire qu'est-ce qui est acceptable puis qu'est-ce qui n'est pas. Mais ce qui est rassurant, puis moi qui me rassure pour les ados d'aujourd'hui, c'est de savoir que c'est plus des comportements qui sont acceptés, puis qu'ils ont des ressources pour y faire face, puis de continuer de faire connaître ces ressources-là. Et que, entre guillemets, personne n'est au-dessus des lois, c'est-à-dire que peu importe qui on est ou ce qu'on a fait dans le passé, par exemple dans ce cas-là, dans le domaine de la lutte contre l'intimidation, ben ça nous donne quand même pas le droit de verser dans l'intimidation des autres. C'est un peu ce qu'on comprend. Puis j'espère évidemment, je fais un parallèle avec une autre histoire un peu rocambolesque là d'une fondation, soit celle de la fondation du docteur Julien. Moi, ce que j'espère, c'est que peu importe ce qui arrive avec les individus qui passent à la direction de ces fondations, ben que ces organismes-là puissent malgré tout poursuivre leur mission, alors qu'évidemment, elles se consacrent à un enjeu sociétal fondamental et on espère qu'elles pourront continuer à soutenir les organismes qui veulent y répondre, comme peut-être le vôtre ou d'autres organismes qui, dans ce cas-là, luttent contre l'intimidation. Madame Deshacelin, il est 12h46. On va faire une dernière pause musicale, ou du moins une pause musicale. Cette fois, ce sera en compagnie des Locaux Locaces, une chanson tirée de l'album Le Québec est mort, vive le Québec. Et c'est une chanson intitulée M'accrocher. Temps, ma vie s'est dégradée en ton de gris, monochromie, monotonie, mélancolie, beaucoup de nuits, beaucoup d'ennuis. Je sens que je fléchis et je réfléchis. 14 étés déjà jeté, qu'aurais j'été? Une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas rien qu'une mauvaise passe. J'aimerais disparaître, comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de l'apparat. Mascarade pour mes parents, mes camarades. Même si je suis maussade, j'ai rénové ma façade. La clôture métallique est un sourire orthodontique. Dans les murs, les fissures ont été colmatées, les volets sont repeints, la toiture est refaite, l'imposture est parfaite à l'intérieur, tout décrépit, la charpente est pourrie, les tapis sont finis, puis la tapisserie est moisie, les lambris sont recouverts de verre de gris, les amis je vous le dis, tout ça c'est bon pour l'incendie. Avancer sur un, quand y'a pas d'horizon, à mes pieds en ravin, puis j'en vois même pas le fond, si je l'aimais demain, je bute sur un plafond, à quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond. Devant mon ordinateur, dire que ma mère pense que c'est pour mes travaux scolaires. Pauvre maman, si t'étais au courant, tu déboulerais d'un cave en courant. Parce qu'en ce moment, je suis sur un site de nœuds coulants. Si je me souviens comme il faut, dans le garage, y'a tout ce qu'il faut. Escabeau, corde à canot et un anneau assez haut. ICO. Et si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet.
de terminer le bouquin d'un certain Hubert Aquin. C'est pas du harlequin, il prévoit la fin des miens. Est-ce que son destin sera le mien? C'est pas certain. J'ai peut-être pas la rage de vivre, mais j'ai pas le courage de mourir. Fatigué, indécis, c'est mon récit ces temps-ci. J'ai réussi mon entrée, mais je veux pas rater ma sortie. Je ne veux pas rater ma sortie. Ça finit net frais de sec. Merci les locaux locastes qui sont toujours aussi habiles avec les mots et le vocabulaire. Madame Desasselin, on est déjà à la fin de cette entrevue. Caroline Debine, ça passe vite. Et là, dans le fond, là, il y a une tradition. Hein. On est des traditionnalistes, là, nous, à l'émission. J'aime bien poser des formes de questions ouvertes à la fin de l'émission. Donc, ou encore là, des petites questions du genre boule de cristal, si vous le voulez bien. Selon vous, Madame Desasselin, est-ce que notre société est bien partie? Je le mets entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est-tu bien enligné pour parvenir à limiter au possible, parce qu'on s'entend, on l'éliminera jamais entièrement, là, c'est pas possible, mais au possible, un tel fléau chez les jeunes. Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà des enjeux naissants qui commencent à faire leur chemin? Tu sais, par exemple, il y a eu un dernier sondage là, sorti par GRI où on constatait une forme de régression chez les jeunes en matière de tolérance envers les orientations sexuelles diverses. Là. Donc, wow! Est-ce qu'on vit ça vraiment? Puis si oui, à quel facteur ces changements peuvent être-ils? Puis là, à nouveau, là, pour vous, je vous pose deux questions en une. Là. Donc, on pourrait parler d'abord de est-ce qu'on est bien parti pour limiter au possible le fléau? Puis dans un dernier temps, un peu là, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux là, qui commencent à apparaître? C'est super intéressant. Écoutez, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour dire qu'on est en ligne pour qu'il y ait plus d'ados qui vivent ça parce que bon, c'est sûr que c'est malheureux. Je pense que ce qui me rassure, c'est que ce que je vois de la génération des ados qu'on a présentement, c'est que c'est des ados très mobilisés, très socialement au courant de leurs droits, très, très connaissants aussi de certaines formes de discrimination. Donc, moi, c'est une génération qui me rassure beaucoup là, en ce sens-là. Après ça, effectivement, je pense que quand on parle d'intimidation, il faut parler des jeunes LGBTQ+, et des jeunes aussi qui viennent de communautés ethnoculturelles, par exemple, qui peuvent vivre beaucoup de micro-agressions ou de discrimination dans leur milieu de vie qui est l'école. Donc, je pense que c'est des jeunes pour qui il faut être d'autant plus alerte à qu'est-ce qu'ils vivent socialement. Et puis, c'est très bien que le GRI ait sorti ça pour faire un peu... pour créer une prise de conscience, en fait, dans la société qu'on n'a pas terminé avec ce combat-là. Mais nous qui sommes en contact avec les jeunes au quotidien, ils sont au courant, ils sont sensibilisés, ils ont besoin que nous, les adultes, on prenne aussi nos responsabilités puis qu'on en parle avec eux puis qu'on les soutienne là-dedans. Donc, moi, je pense qu'en faisant équipe avec eux là-dedans, on peut aller assez loin. Mais le GRI a parlé, dans le fond, il faisait état de statistiques, tu sais, sur la question. Puis moi, je dois vous avouer, là, je vais le dire, je suis né en 1978, OK? Puis, pour moi, là, le respect de l'homosexualité, par exemple, ou de la différence d'orientation sexuelle, là, c'est un combat réglé, là. Tu sais, je veux dire, un peu comme la nécessité de voir les femmes avoir les mêmes droits que les hommes. Après ça, il reste du concret, là, dans le concret, comment qu'on s'assure que les droits des femmes soient égales à ceux des hommes. Bon, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Bon, OK. Mais on remettait pas en question le principe. Là, ce qu'on comprend, c'est que ce principe-là est remis en question par de respect envers les orientations sexuelles, par une portion de plus en plus importante chez les jeunes, tu sais. Et puis, je me rappelle pas, j'ai vu cette statistique, mais je me rappelle pas si le GRI identifiait des facteurs. Est-ce que vous, comme organisme, vous l'avez senti? Est-ce que vous êtes capable de l'expliquer, ce type de recul-là? Ou parce qu'on comprend, là, puis c'est vrai, là, les jeunes sont de plus en plus mobilisés. Je me rappelle d'un cas où on obligeait
obligeait, je pense, les filles dans une école secondaire à porter de la jupe, là, tu sais, puis en soutien à cette, à cette politique un peu débilitante, là, on va le dire comme ça, ben, il y avait plein de gars qui avaient porté des jupes. Donc, on voit, oui, ils sont mobilisés, mais en même temps, il y a des effets de masse. Est-ce qu'on est en mesure s'il y a des facteurs, tu sais, par exemple, je sais pas moi, le changement socio-démographique que l'on vit au Québec, par exemple, des choses comme ça. Ben oui, certainement. Ben, ce sont des hypothèses, hein, parce que j'ai pas rien pour appuyer tout ça. Mais, c'est nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont plus axés sur une masculinité qu'on va dire traditionnelle. Là. Oh my God, oui. Tate et compagnie, là. Exactement, qui vont influencer beaucoup les jeunes. En parallèle à ça, ben au-delà de l'orientation sexuelle, on a beaucoup parlé dans les derniers temps d'identité de genre, de fluidité dans le genre, tout ça. Puis souvent, c'est des sujets qui nécessitent une bonne compréhension parce que c'est plein de nouveaux concepts, de nouveaux mots, tout ça. Puis des fois, quand il y a une méconnaissance, il peut y avoir de la crainte ou des réactions plus vives. Puis c'est pour ça qu'il faut faire l'éducation à la sexualité, c'est pour ça qu'il faut parler de ces sujets-là. Donc, c'est ça. Mon hypothèse serait que il y a une montée de ces discours masculinistes en parallèle avec des nouvelles réalités qui nous apparaissent, qui ont toujours existé, mais qui nous apparaissent maintenant plus claires. Puis, on a de l'information puis de l'éducation à faire là-dessus. Franchement, c'est rafraîchissant. Bien sûr, Madame Deshaslin, on parle pas d'un sujet là des plus comment dire joyeux, mais ça change rien quant à l'extrême nécessité d'en parler. Je vous remercie beaucoup d'avoir permis à nos auditeurs et auditrices d'avoir l'occasion de réfléchir davantage à ce fléau, à cet important enjeu sociétal qui touche de manière particulière nos jeunes âgés de 12 à 17 ans, mais que vous desservez jusqu'à 20 ans, ce qu'on a compris. Exact. Super. Et puis, j'imagine qu'il y aura d'autres activités tenues dans le cadre de cette journée-là à travers le Québec? Oui, certainement. Je pense que toutes les écoles, en tout cas, sont mobilisées à ce niveau-là. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que chez Tel Jeune, les parents qui sont inquiets ou les ados qui vivent des situations peuvent toujours nous contacter pour aborder ce sujet-là. Le message est clair, j'en suis persuadé, il est lancé. Je vous remercie à nouveau beaucoup, Madame Deshaslin. Je rappelle aux auditeurs et aux éditrices que vous étiez à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui traitait de la Journée nationale de l'intimidation. On était en compagnie de Madame Deshaslin, Myriam de son prénom, qui est directrice innovation et développement chez Tel Jeune. J'espère que ça vous aura sensibilisé. Et Madame Deshaslin, à nouveau, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée de lutte contre l'intimidation en espérant que dans 30 ans, on l'abroge puisqu'on n'en aura plus de besoin. Exact. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au plaisir et à bientôt.